c'est une approche qui a pris son origine au Brésil. C'est ce qui fait que nous, Africains, on est souvent très fiers, puisque c'est une approche qui est partie du Sud et qui a conquis le monde. Souvent, les approches partaient d'Europe, ça partait des États-Unis, et bon, le monde d'Afrique s'en appropriait. Mais pour une fois, nous avons vu une approche partie du Sud, au Brésil, notamment à Porto Alegre, et qui a conquis le monde. L'approche de budget participatif, c'est dans les années 1988-1990, où l'actuel président, Lula, qui a été installé hier ou avant-hier, était là, et donc il y avait un gouverneur de Porto Alegre. Porto Alegre, c'est une ville au sud du Brésil, avec 1 500 000 population, nombre d'habitants, qui est venu, qui s'est installé et qui a constaté l'état de dénuement de la collectivité territoriale, de la ville, qui avait un ensemble de besoins, plusieurs. Il a été élu, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de ressources du tout. Et donc, bon, face à ce constat-là, il a dit, il faut qu'on soit ingénieux, il faut qu'on sorte des chantiers battus, et il faut qu'on identifie une approche de gouvernance qui permette d'être transparent avec les populations et qui permette aussi de leur dire qu'est-ce qu'il y a et sur ce qu'il y a, peu nombreux, qu'on essaie de faire ce qui peut être fait, ce qui peut être réalisé. Et donc, le budget participatif est parti comme ça, en 1988, et a permis, d'une part, au maire, le maire de Porto Alegre, de présenter l'état du budget, et dans ce budget, dire, bon, aux populations, vous voyez, ils ne sont pas nombreux, j'avais pris beaucoup d'engagement au moment de la campagne, j'avais pris beaucoup d'engagement en disant que si je suis élu, je vais le faire. Mais compte tenu de l'état de dénouement dans lequel j'ai trouvé la commune, je préfère être transparent avec vous, vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, mais je prends l'engagement que les maigres ressources qu'il y a, qu'on puisse en discuter pour voir quels sont les besoins prioritaires qu'il y a à faire et donc qu'on puisse les réaliser l'année à venir. Et donc, il a utilisé cette approche de budget participatif comme ce que je peux appeler l'école de la démocratie, en étant transparent avec les citoyens, mais surtout en faisant de l'éducation citoyenne, pour que les citoyens se rendent compte que, bon, le maire, s'il vient, il ne trouve pas d'argent, il trouve un budget, il trouve des projections, et ce n'est pas évident que ces budgets, que ces projections soient traduites en réalité. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Porto Alegre. Ça, c'était en 88-89, et donc de là, l'approche a quitté et est venue en Afrique vers les années 2003, à la faveur des forums sociaux mondiaux qui se sont tenus en Europe dans les années 2000, et aux États-Unis 2005. Aujourd'hui, c'est un peu partout en Afrique, un peu partout dans le monde. Tous les continents sont couverts. On note à l'échelle mondiale plus de 10 000 expériences qui se tiennent. Et de ça, l'Afrique en compte 1167 expériences exactement dans 30 pays à travers l'Afrique. Et donc, bon, notre organisation assure le point focal pour l'Observatoire de la démocratie participative, dont le siège est à Barcelone. Et bon, nous suivons l'évolution de cette dynamique-là un peu partout en Afrique. Et... Alors, quelle en est son importance? L'importance d'abord, c'est le budget participatif permet la participation des citoyens à la gouvernance. Aujourd'hui, si nous voyons qu'il y a énormément de difficultés, méfiance et défiance entre le citoyen et les institutions, c'est parce que le citoyen n'est pas informé de ce qu'il y a. D'une part, et d'autre part, nous sentons qu'il y a beaucoup de défis pour que le citoyen participe à identifier qu'est-ce qu'il faut faire de notre ville, la gouvernance. D'autre part, nous voyons aussi autre importance, c'est que ça permet également de promouvoir la transparence et la redevabilité. Transparence, pourquoi? Parce que très souvent, le citoyen ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'il y a du point de vue financier dans la collectivité territoriale, qu'est-ce qu'il y a du point de vue financier dans la ville. Et bon, comme toute personne, tant qu'on n'a pas la vérité, on se fait des spéculations et très souvent, ça porte un discrédit. Alors donc, promouvoir la transparence et la redevabilité, quand on dit redevabilité, c'est l'obligation de rendre compte de l'utilisation des ressources publiques, puisque très souvent, les maires et les présidents de départements qui mettent en œuvre, bon, ils utilisent l'argent public, que ce soit l'argent venant de l'État ou que ce soit l'argent venant des partenaires au développement qui investissent. Et donc, deuxième levier, donc le budget participatif comme importance permet de promouvoir la transparence et la redevabilité. Troisième élément qui me semble essentiel, que nous érigeons d'ailleurs en principe, c'est le principe de
l'inclusion, l'égalité, l'équité. Quand on dit inclusion, c'est comment faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui sont sur le territoire, l'ensemble des légitimités sociales qui sont sur le territoire, comment les identifier et les impliquer. Ça me semble important puisque, à la faveur de la démocratie représentative, nous insistons souvent en disant que c'est les maires qui doivent prendre les décisions, les conseils qui doivent prendre les décisions. C'est bien, puisque c'est cela la démocratie représentative, mais ça ne suffit pas. Pour que ce processus soit complet, c'est important également qu'au-delà de ceux qui sont les porteurs de la légalité, notamment les élus, qu'il y ait aussi toutes les autres formes de légitimité qu'il y a sur le territoire, qu'on puisse les identifier et qu'on puisse les impliquer. Je vais donner un exemple. Si vous êtes par exemple à Yoff, vous devez intervenir à Yoff, on ne va pas dire qu'à Yoff, si nous devons prendre une décision concernant Yoff, il faut uniquement parler avec le maire. À Yoff, il y a d'autres formes de légitimité qu'il y a, notamment les dignitaires, les autorités coutumières, les autorités religieuses qui sont là, qui portent leur voix. Et donc, c'est important. Donc, quand on dit inclusion, c'est exactement comment faire en sorte d'avoir des mécanismes qui permettent à l'ensemble des légitimités qu'il y a sur le territoire qu'ils puissent participer de manière égalitaire. Chacun a une voix et peut s'exprimer, mais qu'ils puissent participer en respectant aussi le principe de l'équité. L'égalité pour nous, ça ne suffit pas. Il faut aller vers l'équité pour que ceux qui ont été défavorisés par la nature, qu'ils puissent se retrouver dans la dynamique et qu'on puisse avoir ce qu'on peut appeler la justice sociale. Quatrième élément qui me semble important quand on parle de budget participatif, c'est l'efficacité et l'efficience budgétaire. Comment faire en sorte que les budgets des collectivités qui sont plus orientés vers le fonctionnement, la prise en charge du fonctionnement, les salaires, etc., comment inverser la tendance pour que ces budgets puissent aller vers la prise en charge de la demande sociale, notamment les populations qui ont des besoins, et très souvent ces besoins ne sont pas pris en charge si la collectivité ne met pas en place les ressources qui permettent de leur prendre. D'ailleurs, au Sénégal, très souvent, à la suite des élections, on en parle, on dit, bon, c'est la demande sociale qui a fait basculer les élections. Très souvent, on le dit. Donc, quand on dit budget participatif, c'est aussi réorienter ces ressources vers la prise en charge de cette demande sociale-là. Et c'est cela qu'on appelle le principe de l'efficacité et de l'efficience budgétaire pour que les ressources soient réorientées vers les besoins essentiels. Cinquième principe, c'est le principe de la solidarité. Et quand on dit ce principe, c'est comment passer du besoin individuel exprimé par les communautés vers la prise en charge des priorités collectives. Un exemple, quand vous allez dans une commune et que vous posez la question quels sont les besoins à prendre en charge, chacun va parler pour soi-même d'abord. Chez moi, il faut faire ça. Chez moi, dans mon quartier, il faut faire. Comment passer de ces besoins individuels-là vers la prise en charge des priorités collectives? Et ça, c'est le principe de la solidarité qui me semble important. Et aujourd'hui, à la faveur des différentes crises que le monde a traversées, qui sont au nombre de 3, je vais en citer 3, la crise de Covid, qui a vu que beaucoup d'acteurs économiques se sont retrouvés à terre. Les communautés ont connu beaucoup de difficultés. Donc, il a fallu qu'il y ait beaucoup de solidarité pour que ces communautés soient prises en charge. Il a fallu beaucoup de solidarité pour que ces acteurs économiques puissent se retrouver. D'ailleurs, de plus en plus, nous sommes encore dedans pour la prise en charge de la solidarité. C'est aussi la solidarité entre les territoires. De plus en plus, vous allez l'entendre parler, les gens vont parler d'intercommunalité, puisqu'il y a un ensemble de choses qui se passent sur des territoires et qui ne peuvent pas être gérées à l'échelle d'un territoire. Il faut les gérer à l'échelle, donc c'est la solidarité entre territoires qui permet de prendre en charge ces questions. Et le dernier principe qui me semble essentiel quand on parle de budget participatif, c'est comment exactement articuler les différentes échelles. Vous voyez, quand vous parlez il faut mettre en place une salle de classe, par exemple, c'est un exemple. La salle de classe, ça se trouve dans un quartier ou ça se trouve dans une commune. Mais comment cette salle de classe va être articulée avec les politiques publiques? Parce que la salle de classe, c'est une initiative. On peut construire, on peut immobiliser l'argent. Mais pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait un enseignant et l'enseignant, il est affecté par... Donc, comment tout ça va être articulé? Et c'est cela qu'on appelle le principe de la transversalité. De plus en plus, vous allez en entendre parler, on va dire, le principe de la territorialisation des politiques publiques, pour que ces politiques publiques puissent avoir leurs répercussions au niveau des territoires, mais que les initiatives qui sont mises en place dans les territoires aussi puissent avoir le répondant au niveau des politiques publiques. Et bon, il y en a plusieurs, la politique de l'environnement,
la politique de santé, la politique de l'éducation, etc. Donc, toutes ces politiques publiques doivent être territorialisées et, bon, dans les territoires aussi, l'ensemble des initiatives qui sont là doivent être articulées avec les politiques publiques. Pour l'appel à l'action, je vais plutôt prendre l'appel que les élus ont fait eux-mêmes. Les élus font l'appel que l'État doit transférer beaucoup plus de ressources vers les collectivités territoriales, puisque c'est à ce niveau que les besoins des communautés sont identifiés. Et tous les maires qui ont été impliqués dans ces processus de budget participatif, ils ont vu qu'ils parvenaient à toucher du doigt les réalités des communautés. Et donc, c'est important que nos États puissent transférer beaucoup plus de ressources aux collectivités, aux maires, aux élus, pour que ces élus puissent prendre en charge les besoins. Donc ça, c'est un premier appel que je ferai en direction de l'État pour améliorer la décentralisation financière, donc décentralisation du budget de l'État vers les collectivités. Il y a un ensemble de compétences qui sont transférées, mais qui ne sont pas adossées à des ressources. Deuxième appel, c'est d'arriver toujours au niveau de l'État à ce que l'État puisse accompagner la mise à l'échelle. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal aux alentours de 100 et quelques collectivités qui sont en train de mettre en œuvre. Bon, ils ont mis en place d'ailleurs un réseau des collectivités du budget participatif. C'est important que l'État puisse accompagner la mise à l'échelle, notamment l'institutionnalisation de l'approche du budget participatif, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup d'acquis que cette approche permet de mettre, d'avoir. Notamment rapprocher les investissements vers les populations, notamment promouvoir une gouvernance inclusive. Et s'il y a l'inclusion, il y a moins de conflits, notamment pacifier le débat politique, pour que ce débat soit plus un débat citoyen en dehors du débat politique. Donc voilà, ça c'est l'appel que nous faisons à l'État. En direction des collectivités, c'est aussi les appeler à s'approprier de ces approches de gouvernance. On ne peut pas continuer à gérer la ville en solitaire. Tous ceux qui l'ont fait, bon, au bout d'un mandat, ils se rendent compte parce qu'ils s'essoufflent. Donc, nous faisons un appel aux collectivités, aux autorités locales, aux institutions locales qui sont mises en place, d'aller vers des approches de démocratie participative qui leur permettent d'impliquer les citoyens et qui leur permettent de mettre à contribution un ensemble d'acteurs qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment bien pris en compte. C'est la diaspora qui a une contribution forte, mais malheureusement qui n'est pas suffisamment bien valorisée. C'est le secteur privé local qui a une contribution forte et qui lance des cris partout en disant que nous devons être impliqués. Ce matin ou hier, j'ai compris et j'ai suivi à la radio quand le secteur privé lance un cri en disant que c'est important que l'État nous donne beaucoup plus de parts de marché pour qu'on puisse se retrouver. Donc, l'ensemble de ces acteurs-là, nous lançons un appel aux collectivités pour qu'ils puissent les impliquer et qu'ils puissent aussi se retrouver dans la gouvernance des collectivités territoriales.